Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Kim, au Nouveau-Brunswick, est-ce que tu es 1 heure plus tard dans les Maritimes en ce moment, là? Oui, moi, il est 4h22, vous autres 3h22. Fait que je suis 1 heure plus tard, mais je suis au rendez-vous. C'est pas un mythe, ça. C'est vraiment 1 heure plus tard dans les Maritimes. J'adore. Évidemment, j'invite tout le monde à suivre ma page hockeyféminin.ca où je partage tout ce que je fais sur le hockey féminin, mes blogs Sans restriction, TVA Sport, Hockey News, mes chroniques à SN et bien sûr le podcast Sans restriction, avantage numérique. Avant de commencer, je veux revenir sur deux trucs qu'on a parlé la semaine passée, les filles. Je veux revenir sur les universiades. Suite au podcast où on a parlé qu'il y avait un faible nombre de Québécoises. Il y avait certaines Québécoises, mais bon, il y avait des questionnements par rapport à certaines joueuses. J'ai obtenu plus d'informations. Il y a des gens qui m'ont donné de l'information. Et ce que j'ai su, c'est une joueuse doit être née minimalement en l'an 2000 pour avoir droit de jouer. Après le podcast, j'ai parlé à Kim, puis je me suis dit, j'essayais de nous remettre dans nos années universitaires, puis je me suis dit, il me semble qu'il y a une règle qu'il faut que tu sois, tu sais, dans ta 4e ou 5e année pour être éligible. Fait que là, après ça, j'ai pensé, bon, ben, OK, elle était la meilleure pointeuse, mais elle était en quelle année? Fait que là, ben là, il était un peu trop tard, mais je suis contente que tu apportes le point aujourd'hui, là. Oui, bien exactement. Donc, dans le fond, celles qui sont nées avant l'an 2000, donc 99 et plus tôt, ne sont pas éligibles à jouer aux universiades. Ça inclut Maude Pépin, justement, des Gators de Bishops. Ça inclut Annabelle Faubert avec les Carabins. Léonie Philbert avec les Steigneuses de Concordia. D'ailleurs, Léonie Philbert faisait partie d'une longue liste qui avait été soumise aux entraîneurs. Et il a fallu retirer son nom de cette liste-là parce qu'il y avait eu une erreur. Elle n'aurait pas dû se retrouver sur cette liste-là à cause de son année de naissance. Donc, ça, au moins, ça donne un peu plus de... Ça amène certaines explications par rapport à certaines joueuses. Alors, voilà. Deuxième point, on a parlé la semaine passée de la pause internationale. Comme quoi, c'est un mauvais timing avec le début de la saison et tout. Ce que je n'avais pas réalisé en parlant de ça avec vous autres, c'est que la victoire de Montréal, ça va faire 15 jours qu'elles n'auront pas joué lorsqu'elles vont jouer leur match de samedi prochain. Parce que là, il y a eu... Ils ont joué le 6 décembre au Canadian Tire Center. Et là, il y a eu la pause. Ils ne rejouaient pas du week-end. Il y a eu la pause d'une semaine. Ça a recommencé. Les activités de la LPHF ont recommencé mardi. Elles n'ont pas joué mardi, mercredi, ne jouent pas, on est jeudi aujourd'hui, ne jouent pas ce soir et ne jouent que samedi à Toronto contre les Sceptres. Alors, c'est 15 jours entre les deux. Imaginez la pause que ça donne. Tu as eu 2 semaines de camp d'entraînement, à peine 10 jours de saison, puis tu es 2 semaines en pause. Comment ça peut jouer? Est-ce que, tu sais, parce que je me rappelle avoir rencontré une couple de joueuses juste avant la pause internationale qui disaient, ça va nous permettre de soigner des bobos, ça va nous permettre de pratiquer, travailler nos systèmes de jeu, mais est-ce que moi ou après 2 semaines, ça commence à être long puis tu as hâte de jouer au hockey? Ben, c'est ça. C'est sûr que tu as hâte. Tu sais, je me remets dans les patins où j'ai pas joué pendant 2 semaines, je vais avoir le goût vraiment de jouer. Tu sais, là, ça tombe quand même bien parce que Toronto, ça va pas super bien avec 3 défaites quand même consécutives. Est-ce qu'ils vont avoir vraiment une fin pour arriver vraiment en forme? Puis, tu sais, de se dire, j'ai hâte de jouer, j'ai le goût. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que oui, c'est correct de pratiquer des choses, mais il y a rien qui est pareil comme un match. Tu sais, même si tu essaies d'avoir la game shape en pratique, c'est pas la même chose qu'une game. Fait que c'est sûr que 2 semaines, c'est quand même long, mais tu sais, je garde espoir que Montréal va quand même arriver affamé pour affronter Toronto pour la première fois cette saison. Je fais un petit croche vers le 30 décembre, le prochain match à domicile de la Victoire.
Et il y a un peu plus, la dernière fois j'ai vérifié, là, il y a 2 jours, il y a un peu plus de 600 billets disponibles à la Place Belle. Donc, on devrait s'approcher d'une salle comble pour le match, le seul match, en fait, du temps des fêtes à la Place Belle, donc le 30 décembre contre Boston. Kim, c'est ton hot take, ça, les gens là, qui viennent à Montréal. Oui, ben c'est un beau cadeau de Noël, non? On pourrait acheter ça pour offrir à Noël. C'est un bon moment. On a le temps encore. Il en reste pas beaucoup. C'est ça. Let's go! Bon. Passons au moment de la semaine. On va commencer avec toi, Kim. Ça a été quoi ton moment de la semaine? Moi, mon moment de la semaine, c'est le premier but de la jeune Québécoise Amy Fecteau hier. Ben, en fait, oui. là, il sort, on est jeudi, mais le podcast sort vendredi. Mais mercredi soir, elle a compté son premier but. Puis c'est le fun parce que c'est avec un assist de Jade dans une Landry, d'autres Québécoises qui jouent à New York. Donc, je sais pas si vous l'avez vu un peu sur les réseaux sociaux, mais Jade a fait un lancer quand même assez loin dans la zone, là, pratiquement la ligne bleue. Elle fait juste casser la rondelle au filet, puis Amy s'en va directement au filet pour prendre le rebond et le met derrière la gardienne. Fait que j'étais vraiment contente pour elle. Premier but, en plus, c'était le match d'ouverture, si je ne me trompe pas, de New York. Fait que c'est le fun, ça l'enlève un poids sur les épaules, puis c'est déjà fait, fait qu'elle va pouvoir passer à autre chose pour le reste de la saison. À quel point c'est important, ça, justement, dans une saison recrue, puis peut-être aussi dans une saison, même quand t'es pas recrue, justement, ce premier but-là, à quel point il vient t'enlever une pression, à quel point, quand tu l'as pas encore eu, ça te joue dans la tête? Ben, je pense que, tu sais, à Concordia, elle avait ce rôle-là, tu sais, de marqueuse, de pointeuse, elle était quand même très dominante de ce niveau-là. Fait que tu te mets quand même une pression, même si t'es recrue dans une nouvelle équipe, fait que t'as hâte de marquer ton premier but, puis là, ben, c'est fait. Fait que je pense qu'elle va pouvoir enlever ce stress-là, qu'on pourrait dire, ou la pression qu'elle se met à elle-même, qui est pas nécessaire, on s'entend, là, c'est une recrue, là. Mais elle veut pas, on est toutes des athlètes, puis on se met cette pression-là, on est compétitive. Donc, maintenant, c'est passé, puis elle va pouvoir marquer son deuxième, troisième, et ainsi de suite pour le restant de l'année. Toi, Anso, quand tu marquais pas ton premier but en début de saison, ça te fatiguait-tu? Ça te jouait ça un peu dans la tête? Qu'est-ce que tu essayes de faire différemment pour t'enlever cette pression-là? Ben, c'est sûr que la pire chose, c'est d'être dans ta tête, là, puis de trop penser. Parce qu'à un moment donné, si tu dis, OK, j'essaye de prendre des lancers, tu essaies de compliquer les choses. Souvent, c'est de garder les choses simples. Tu sais, quand on regarde son but, c'est sur un retour, elle a été à bonne place au bon moment, tu sais, elle a patiné vers le filet, Jade a pris un lancer. Puis des fois, c'est ça, c'est un but, je veux dire, pas un garbage goal, mais tu sais, des fois, c'est juste ça, là, c'est une petite déviation, ça touche, ça rentre, puis c'est juste, souvent, on appelle comme le singe que sur le dos, là. T'enlèves le petit singe, puis c'est parti. Mais le plus important, c'est pas de se mettre de pression puis de se dire, OK, aujourd'hui, il faut vraiment que je marque mon but, là. Tu sais, t'approches pas ce match-là comme ça. Tu gardes les choses simples, puis tu sais, le bon moment va venir quand il va venir. Mais j'étais vraiment contente pour Amy parce que, effectivement, c'est une jeune joueuse. Comme Kim a dit, tu es habitué de marquer beaucoup de buts. À Concordia, je sais pas combien de buts qu'elle a marqué, mais si on regardait dans ses débuts de saison, d'après moi, elle a compté quand même assez rapidement dans toutes ses saisons universitaires. Puis, tu sais, t'en as parlé aussi, Pat, quand elle a joué à Montréal, tous les fans étaient là. Ça aurait été le fun qu'elle compte à Montréal, mais là, elle l'a fait au match d'ouverture, puis vraiment, vraiment contente pour elle. Oui, c'est ça. C'était pas pour le faire à Montréal, de le faire chez elle, match d'ouverture, c'est the next best thing, là, tu sais. Puis ce que j'ai aimé aussi de ça, c'est que la passe, comme tu l'as dit, Kim, c'est Jade Dany-Landry qui est sa coloc cette année. L'autre passe a été à Chloé Aurore, la française. C'est vraiment la French, trois des French Connection à New York qui ont contribué, tu sais, sur ce but-là. Donc, vraiment, vraiment très, très cool. Je sais pas aussi si vous avez vu en conférence de presse, elle a sorti. Amy, je l'adore, là, elle est tellement genre, tu sais, naturelle, puis elle va répondre, tu sais, ce qui vient par la tête, puis ils sont trois, puis on pose la question, le côté physique, tu sais, est-ce que vous aimez ça, comment ça, tu sais, ça permet aussi de défendre tes coéquipières, le jeu plus physique, et là, il y a une joueuse qui répond. Et là, ensuite, Amy se sent obligée de répondre elle aussi parce que la question était ouverte aux trois. Et tout ce qu'elle dit, c'est « I love it! »
Ah, c'est bon. C'était ces réseaux sociaux tantôt, là. C'était comme, je pense, c'était ça, bonhomme, avec son podcast, là, qui disait premier but et quote de la saison pour Amy Fecteau. Donc, bien, bien, bien content pour Amy. On la félicite. Toi, Anso, ton moment de la semaine? Ben moi, en fait, c'est sûr, on a juste eu 2 matchs à regarder. Là, fait que c'est sûr qu'on n'a pas énormément de choses, mais ce que j'ai aimé, c'était une soirée de première. Fait que quand on regarde au niveau de New York, il y a 4 personnes qui ont marqué leur premier but. Mm-hmm. Fait on vient d'en parler, il y a Amy Fecteau. Il y a eu les 2 défenseurs, fait que Mika Zandy-Hart et Jamie Bourbonnais, qui ont 2 bons défenseurs qui, pour moi, en fait, aident énormément à la profondeur de New York. Par la suite, la seule personne, en fait, là, qui n'a pas eu son propre. Puis il y a Nora Toulouse. Nora Toulouse, ben oui, exactement, Puis, celle qui avait dominé en Suède l'an dernier. TELUS, je pense. TELUS? Toulouse. TELUS, en tout cas. Ça. Pas TELUS, là. C'est pas une compagnie de téléphone, là, Anso, là. C'est pas ton cellulaire. The future is friendly. Nora Toulouse. Mais la seule personne, en fait, qui n'a pas eu son premier but, c'était Anna Miller, qui, elle, avait marqué, c'était son deuxième. Tu as Callie Flanagan qui a compté son premier. Et même quand on s'en va vers le match de Ottawa et Boston, on a eu Cheyenne Darkangelo qui a marqué son premier, Anita Teralova qui a marqué son premier, Jamie Lee Rattray, Shea Maloney, puis Anna Brandt. Fait que c'est vraiment cool que, oui, on est en début de saison, mais je trouve ça le fun de célébrer des premiers buts. On en a parlé un peu comme Amy, c'est d'enlever cette pression-là. On a des joueurs qui sont quand même d'expérience, qui ont eu de l'expérience avec leur équipe nationale, autant américaine que canadienne. Puis je suis sûre que pour elles aussi, ça va leur faire énormément du bien d'avoir fait le premier step, de compter leur premier but, puis de passer à d'autres choses. Je vais t'en ajouter une première qui a eu également Elisabeth Giguère, la Québécoise, qui est du côté de New York, qui a eu son premier point de la saison. Oui, son assist. Ouais. Sur une passe. Donc, effectivement, j'avais remarqué que plusieurs avaient marqué leur premier but. Puis, je dis ça comme ça, là, mais New York est premier au classement général. Là. Je dis ça de même. Là. Bon. Avec 8 points. Avec 8 points. Bon, c'est sûr, Minnesota joue ce soir. On est en après-midi. Minnesota joue ce soir. Mais dans tous les cas, que Minnesota gagne ou perd, et peu importe la manière, les deux équipes s'affrontent dimanche. Dans un match où, justement, on va s'en aller dans la pause du temps des fêtes, un match déterminant pour New York et Minnesota, parce que le gagnant de ce match-là a des chances, de bonnes chances, de justement d'aller à la pause des fêtes au premier rang du classement général. On va d'ailleurs en parler tantôt dans le segment prédiction. Vous êtes positives, toutes les deux. Moi, vous le savez, je suis un peu plus négatif. Donc, mon moment de la semaine, je vais vous parler du problème des assistances. Parce qu'un moment, ça peut être négatif, ça peut être positif, ça peut être bien des choses. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué cette semaine. Parce que ça fait déjà 3 matchs que Boston joue à domicile. Une des équipes qui a joué le plus de matchs à domicile, c'est New York faisait son premier match. Boston en a déjà 3. Et la moyenne d'assistance, ça va pas très bien. Puis surtout le dernier match. Donc, on est parti avec 3800, on a eu 4000. Bon, ça va pas si pire. Et là, le match de cette semaine, 2800 spectateurs. Ce qui fait une moyenne de 3533. Et le gros problème avec Boston en ce moment, c'est la location. C'est l'endroit où les matchs sont joués. On ne joue pas à Boston même, on joue à Lowell, qui est un peu en banlieue, qu'à 30 000, donc... je ne sais pas combien ça fait en kilomètres, là, 8/5, donc 240 divisé par 5. Vous êtes forte en maths, là. J'essaie de calculer vite, là, 50-55 kilomètres. Je devrais être pas pire. Continue, 50... Pat. Continue à parler, continue. 50, oui, c'est ça, les filles me laissent m'enterrer, astique. Tiens, arrange-toi, la Prade. Tu vas être négatif, ben c'est ça, c'est le karma. 55 kilomètres environ de Boston. Et les fans, cette semaine, étaient très... parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux, étaient très vocaux, disant, en semaine, là, si on finit de travailler à 5 heures, on n'a pas nécessairement le temps de se rendre à Lowell pour le début du match. Ça pouvait prendre des fois 1h30 en semaine avec le trafic, juste pour sortir de Boston et s'en aller à Lowell. Donc, c'est pas l'idéal ce qui se passe du côté de Boston. Puis, tu sais, l'an passé, on a beaucoup parlé de New York et bon, de son marché avec le Connecticut, qui n'était pas un très, très bon marché. On a changé pour le New Jersey. Bon, hier, il y avait 2851 personnes au match d'ouverture de New York, mais bon,
New York, c'est un marché, on le sait, qui va toujours être plus difficile. Mais Boston, qui est censé être... Boston, c'est une grosse ville de hockey féminin également entre BU puis BC. Et puis, bon, le Beanpot, puis tout ce qu'on connaît du hockey féminin dans la région de Boston. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on est en train de vivre un autre Connecticut avec Lowell? Est-ce qu'on ne devrait pas se rapprocher plus de Boston? Hey, les 3 foules de Boston, là, à date cette année, j'ai quelques statistiques, là. C'est 635 fans de plus que la game d'ouverture à Montréal, puis 397 de moins que le match d'Ottawa au Canadian Tire Center. Ça, c'est en 3 rencontres. Et là là. Fait que c'est sûr que... Puis bon, on revient de la pause. On revient en plus, le timing, tu sais, fait qu'on revient d'une longue pause où il y a eu un manque de momentum. Tu sais, on a perdu peut-être un peu le momentum des fans. Et comme si ça, c'était pas assez, écoutez bien ça, la prochaine game, la prochaine partie de Boston à domicile, c'est dans 44 jours. Ah, ouais. Le calendrier, je ne sais pas comment on a fait ça. On joue à domicile seulement le 22 janvier 2025. Et après cette partie-là, il faut attendre un autre 24 jours pour voir un autre match à domicile. Mais ça n'a aucun sens. C'est quoi, ils partent sur la route, ils font le tour des équipes ou? Ben, tu sais, ils en ont déjà joué 3. Fait que j'imagine qu'il faut que les autres équipes se rattrapent. En plus, il y a les matchs en terrain neutre qui viennent s'ajouter à tout ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence. On s'entend que ça ne vient pas aider ton marché local. Non. Ça ne vient pas aider tes assistances à domicile. Les solutions, c'est quoi? Ben, c'est sûr, il y a le TD Garden, là, qui est l'aréna des Bruins et des Celtics, mais il y a évidemment les arénas de Boston University, Boston College, qui sont les arénas de 6-7 000 spectateurs qui seraient potables, mais au moins qui seraient à Boston. Si on peut remplir un aréna de 6 000 à Boston, ben, tant mieux, c'est déjà mieux d'en attirer 2800 à l'extérieur de Boston. Puis, je lisais un article cette semaine, Kim, tu disais, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce calendrier-là? Ça vient... Je m'écarte un petit peu de Boston, là, mais je veux faire une parenthèse. On nous a beaucoup dit dans la saison 1 de la LPHF, attendez pour la saison 2. Je me rappelle, Stan Caston a dit ça avant même que la saison commence. Attendez pour la saison 2. J'étais comme, OK, mais la saison 1, c'est quoi? C'est une saison brouillon, tu sais? Vous nous dites déjà d'attendre pour la saison 2. Mais on est dans la saison 2. Et le calendrier de la LPHF, là, c'est un calendrier de 90 parties qui a sorti 45 jours avant l'ouverture de la saison. Je suis sûr qu'une petite comparaison, là. Le calendrier de la LNH est sorti 3 mois avant la première game. C'est un calendrier de 1312 matchs. Pas 90, 1312. Il est sorti 3 mois avant. Donc, ça aussi, c'est des trucs. Je dis, je m'écarte, mais pas tant que ça, parce que plus longtemps tu peux avoir pour promouvoir tes parties, puis les dates, puis les heures. Il y a encore un match, je pense, ou 2 dans le calendrier qu'on ne sait pas à quelle heure il va jouer. Ouais. Il y a même des matchs qu'on ne sait pas. Le 1er mars, là, je veux dire, c'est au Centre Bell que ça se passe, mais c'est toujours pas officialisé par la Ligue. T'sais? Donc, il y a des trucs comme ça, je pense que la Ligue va devoir faire davantage attention parce que je pense que c'est je ne veux pas être dramatique et dire que c'est son avenir qu'elle joue là-dessus, mais il y a quand même des trucs qui doivent être améliorés, puis on est dans cette saison 2-là, puis c'est pas encore le cas. Puis là, ben, ça affecte peut-être certains marchés. T'sais, un marché comme Montréal, Toronto va toujours bien se vendre, mais un marché comme Boston, les marchés américains, c'est plus difficile. Puis, tu sais, en plus, là, on parle éventuellement de l'expansion, qui va avoir peut-être 1 ou 2 équipes. Tu sais, l'étude de marché, je pense qu'ils l'ont fait, là. Ils ont eu, tu sais, avec les Dream Gap Tours qui sont allés dans différentes villes pour essayer de voir la popularité des matchs. Mais Boston, tu sais, un peu comme New York, on l'avait mentionné, tu sais, c'est une ville qui est tellement pleine de sport que c'est difficile. Là, je pense que tu l'as bien mentionné du fait qu'on joue à Lowell, on est vraiment plus loin. Maintenant, tu sais, moi, je me questionne, est-ce que, tu sais, l'année prochaine, avec les nouvelles équipes d'expansion, ben, on va les faire où? Puis est-ce qu'on va avoir ce même problème-là? Parce que c'est sûr que si tu veux augmenter le nombre d'équipes, OK, oui, tu augmentes un petit peu le nombre de revenus, mais il faut que tu sois capable de vendre la marchandise. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. Ben, 100%. nous voir, en fait, les voir. Ça, tu ne joues pas encore. Non. Mais tu sais,
Tu sais, je C'est regarde, un vieux réflexe, Anso. tu Ah, sais, c'est ça. la balle, là, tu sais, je me souviens, j'étais allée au match d'ouverture, puis ça a pris comme, j'habite pas loin, là, j'habite à 20 minutes, mais ça m'a pris Ouais. 1h15. C'est l'enfer, ça en là-bas aussi, là, parce que Ouais. le match est à 7h. Fait que là, tu pars à 5h, 5h30. Ben, j'ai manqué le warm-up. Je veux dire, c'était l'enfer. Il n'y avait plus de place dans le stationnement en bas. Tout était vendu. Fait que là, le deuxième match, je me suis pris d'avance. J'ai acheté mon ticket de stationnement plus tôt. Fait que je me suis pas fait avoir, mais c'est une chance qu'il y a le métro pour les gens de Montréal, là. Ouais. Non, c'est l'enfer. Je me souviens l'année passée, à Anso, il y a des filles de ton équipe qui étaient arrivées en retard. Ils arrivaient en même temps que moi au match. Puis, tu sais, elles, il faut qu'ils arrivent 2 heures d'avance, là. Mais ils ont été pognés dans le trafic à Montréal pendant 2 heures. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à jongler. C'est sûr que c'est parfait. Tu sais, moi, je parle pour moi, en tout cas, vu que je suis sur la Rive-Nord. Laval, j'adore. Puis, tu sais, l'amphithéâtre est parfaite. Mais une chance qu'il y a le métro pour les gens de Montréal pour se déplacer parce que, malheureusement, le trafic, c'est l'enfer, là. Surtout dans la semaine, là. Si tu pars de la Rive-Sud, c'est 2 ponts à traverser. Oublie ça, là. Tu sais, c'est pas Québec qui a besoin d'un 3e lien, c'est nous autres qui en a besoin d'un 6e. Mais Sinon, tu finis à Cage au Sport, Pat, puis tu check la game sur YouTube. écoute, peu importe ce qui arrive, je finis toujours par finir à Cage au Sport. Ça, c'est un autre problème. Hey, je veux juste mentionner pendant que je parlais d'assistance, parce qu'en début de saison, Kim, justement, un de tes hot takes, c'était que Montréal était pour finir premier dans les assistances. Si on regarde jusqu'à présent, puis l'échantillon est encore très mince, là, on s'entend, on a 10% à peu près, même pas de l'année de jouer. Mais Ottawa est à 8700. Montréal et Toronto, c'est 7007, 7008, là, donc ça se ressemble beaucoup. Minnesota a juste un match, son deuxième, c'est ce soir, et il avait fait 8000 au match d'ouverture. Boston, j'en ai parlé avec 3500, puis New York en a juste un à 2800. Mais on le voit, là, les marchés canadiens fonctionnent, Minnesota fonctionne. Là n'est pas le problème. Et pour rajouter sur ce que tu disais, Anso, ben effectivement, un marché comme Détroit, je pense, sans ligne pour être pris. C'est la 2e fois. C'est le seul marché dans lequel on va avoir fait 2 matchs en terrain neutre. L'autre, je pense qu'il faut qu'il soit canadien. Quoi de Détroit est vraiment pas loin de la frontière, mais c'est pas comme être au Canada, là. C'est pas la même chose. Et je pense que l'autre devrait être canadien. Maintenant, où ça va se situer, ben, ça reste à déterminer. Mais c'était le même problème aussi quand on jouait avec les Canadiennes, là, dans le temps, là. On avait joué à Boston. Il y avait à peu près 10 personnes dans les estrades, dont 6 de Montréal. Tu sais, il n'y a jamais eu de personne dans Boston quand on jouait, là. Il n'y a personne dans les estrades. Il y avait nos fans qui nous suivaient. Mais tu sais, j'exagère, 10, là, mais tu sais, pour vrai, il y avait 100 personnes peut-être, là, puis la moitié venait de Montréal, là. Ça a jamais Le Pride jouait où exactement? Ah ben, ouais, dans ce temps-là, par exemple, c'est vrai, il y avait quand même du monde à Boston. Ben, du monde. Le Pride me semble, dans les années que moi j'ai commencé à suivre ça, il me semble que les assistances n'étaient pas si pire, mais je me rappelais pas. Est-ce que le Pride jouait à Boston même ou il jouait en banlieue? Je me souviens plus. Ça a été rapide, ça a été juste une saison. Hey, nous autres, là, Pat, on arrivait à l'aréna de Montréal. On prenait l'autobus, soit des fois directement à l'aréna, ou des fois on allait à l'hôtel, puis on jouait. Après ça, le reste, là, c'était pas de savoir où ce qu'on jouait. On était des années-lumière en arrière, là. C'est beau. Je fais un podcast avec 2 femmes de 87 ans qui n'ont plus de mémoire. Mais. Oh, mais on a vécu, c'est ça l'important. C'est une mémoire sélective. Je comprends. Anso, est-ce que tu te souviens qu'on a joué à Boston, puis pour aller aux toilettes, il fallait aller dans leur vestiaire parce qu'on n'avait pas de toilette dans notre vestiaire. Fait qu'il fallait marcher dans leur vestiaire pour aller à la salle de bain, puis on sortait. C'est limite awkward, là. Tu vas dans le vestiaire. Le vestiaire de l'adversaire. Je me souviens, Emmett Mashmeyer a dû aller dans la salle de bain de l'entrée, passe à travers les partisans avec ses jambières. Wow. La première période puis la deuxième période. Hein? Fait que ça, on s'en rappelle, Pat. D'où est-ce qu'on jouait? Je ne sais pas, mais c'était un aréna de marde. Moi, vous le voyez pas, là, à moins qu'on mette la version vidéo en ligne, mais j'ai trouvé ça très drôle que Kim, 87 ans, s'est penché vers son ordinateur pour parler à Anso, parce qu'évidemment, tu sais, elle voulait y parler de plus proche. J'ai adoré ça. Rappelle-toi, elle est au Nouveau-Brunswick, là, Pat. Là. Elle est 1 heure plus tard, il faut que le son voyage plus vite, je comprends. Hey, passons à la joueuse de la semaine. Anso, ta joueuse de la semaine, ça a été qui?
Ben moi, je vais y aller avec Erin Frankel, la gardienne de Boston. J'ai aimé son match, surtout en fin de période. Tu sais, c'était un match qui était extrêmement serré. Ça a fini 3-2. Elle a été capable de vraiment garder son équipe. Elle fait des arrêts importants. Des arrêts qui ont l'air banals, mais tu sais, qui est du bout de la jambière, qui aurait pu faire vraiment changer le match de côté. Puis c'est une des meilleures actuellement avec le plus d'arrêts, je crois, autour de 113 contre 111 qui est Mash qui la suit de tout près. C'est sûr qu'avec son match de 40 lancés, mais Frankel aussi a eu un match de 40 lancés. Donc, j'y vais avec elle pour la performance de ma joueuse de la semaine. Erin Frankel, qui, je le rappelle, était mon choix pour être la gardienne de l'année. Je dis ça, je dis rien. Bon. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choix, Pat. Hein? J'ai quand même beaucoup de choix. Ouais, la saison est jeune. C'est comme mon pot de hockey, ça a bien commencé, je suis dernier depuis ce temps-là. Mais si New York, c'est drôle parce que tu as pris New York pour finir la saison premier. Moi, j'ai pris puis toi, tu as Erin Frankel comme meilleure gardienne, puis moi, j'ai Schroeder comme meilleure gardienne. Oui, je l'ai un peu... J'avais hésité entre les deux. Mais oui, effectivement. Ça, c'est comme comment diversifier un peu son jeu, là, pas tout mettre dans le même panier. Exactement. Et d'ailleurs, je parlais de pool. La saison prochaine, ce serait le fun de se faire un pool de la LPHF. Ouais. C'est ça comme ça. J'ai juste ça, des bonnes idées. Hey, je t'en forme, c'est le temps des fêtes. Kim, de ton côté, ta joueuse de la semaine? Hey, il va falloir reprendre le segment parce que j'ai oublié de me mettre une joueuse de la semaine. T'as oublié de te mettre une joueuse, tu vois? Kim Deschênes, 87 ans, mesdames et messieurs. Mais c'est correct, pas besoin de reprendre. Puis j'ai oublié. Pas besoin de reprendre le segment. Je vais y aller avec ma joueuse de la semaine. Merci, Pat. Je vais y aller avec ma joueuse de la semaine. On va dire que ta joueuse de la semaine, c'est Amy Fecteau, Kim. Oui, hein? C'est vrai. C'est une bonne idée. Oui, t'aurais pu la choisir. Il y a Hilary Knight aussi qui a quand même eu des performances. Il a eu, je pense, 1 point à ses 4 derniers matchs. Micah Zandy-Hart aussi qui a eu des points à ses dernières. Puis c'est drôle, j'ai regardé le match de Boston, puis j'ai regardé Hilary Knight jouer, puis je me dis, cette fille-là est tellement imposante, elle est grande, puis bon, c'est pas la fille la plus rapide, mais elle a un lancer foudroyant. Puis quand on regarde, elle a fait elle a eu une mention d'aide sur une mise en jeu, OK, elle est en territoire offensif, OK? Donc, une mise en jeu qui est gagnée par Ottawa. Ottawa gagne la mise en jeu. Hilary Knight est sur le bord de la bande. Elle s'en va lever le bâton du défenseur, qui est Ashton Bell, qui est une bonne défenseur, qui regarde, essaie de prendre son information. Ça va pour faire une passe. Hilary Knight lève le bâton, fait une passe à Anna Brandt et fait un but qui est justement le but de la victoire. Puis je me dis, cette fille-là, là, c'est impressionnant à quel point qu'elle joue intelligent. C'est pas la fille qui va être la plus rapide, la plus dynamique, mais elle est souvent à bonne place au bon moment. Puis quand elle est capable de prendre un lancer, elle a un méchant lancer, puis elle est capable de bien alimenter ses joueurs. Fait que moi, je pense que ça pourrait être ta joueuse si tu veux. C'est vrai, je la prends, puis en plus, on a joué avec elle une année, elle est venue jouer avec les Canadiennes, puis c'est vrai qu'elle est toujours à la bonne place au bon moment, puis on le voit aussi avec l'équipe américaine, là, souvent, elle va scorer les buts les plus importants, là. Fait que oui, puis elle me ressemble un peu sur la glace, elle est grande à ma grosseur, mais je suis un peu moins vite, tu sais. Moi, Je suis un peu moins bonne qu'elle. Deux choses. Ouais, mais elle, son numéro est pas retiré, tu sais, donc. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Deux choses. Vous avez joué avec Hilary Knight. Est-ce que vous avez joué contre Hilary Knight également? Oui, quand elle jouait pour Boston. Qu'est-ce qui est le plus difficile de jouer contre une joueuse comme Knight? Physique. Ouais. Ben, c'est qu'elle utilise vraiment bien son corps, elle protège bien la rondelle. Tu sais, d'être capable de lui enlever la rondelle, c'est extrêmement difficile. Elle est intelligente, puis elle lit bien le jeu. Moi, ce que je trouvais le plus difficile, c'était vraiment, tu sais, quand tu arrives à un combat 1 contre 1, tu sais, elle est solide sur son bâton. Là. Puis elle a une grande portée aussi, là, tu sais, avec son bâton, elle peut aller loin. Toi, Anso, t'es un peu plus petite. Moi, il faut que je m'arrange pour arriver avant elle. Là. Ouais, tu sois plus rapide. Un peu plus dur. D'ailleurs, on félicite Anso pour avoir sauvé la mise de Merci, Kim Anso, de cette façon-là. Bon. Je vais t'amener à la idée de la victoire, je vais t'acheter ça comme cadeau de Noël. Wow! Hey, Wow! Caroline! Hein?
Ça joue dur au Nouveau-Brunswick. Moi, ma joueuse de la semaine, c'est Jocelyne Amos. Bon, probablement de son nom, il faut prononcer Jocelyne Amos, mais je sais pas, en français, je trouve ça le fun de dire Jocelyne Amos. Elle a peut-être une cousine qui s'appelle Nicole Valdor. Bref. On ne peut pas croire que j'ai ri à ça. Wow! Sur cette joke de mon oncle, sur cette joke de mon oncle, revenons plus sérieux, mais pas vrai. Jocelyne Amos, capitaine d'équipe Canada au Women's Euro Hockey Tour la semaine dernière durant la pause internationale. Seulement 19 ans et elle a été de loin la meilleure attaquante du tournoi, même si le Canada a perdu en finale contre les Américaines. 3 buts, 2 passes, 5 points en 4 matchs. Meilleure pointeuse du tournoi. Elle joue avec Ohio State. Et bon, on le sait, Ohio State, ce sont les championnes défendantes du côté de la NCAA. C'est pas trompant, je pense les 4 ou 5 derniers championnats de la NCAA, c'est Ohio State, c'est les Buckeyes ou les Badgers du Wisconsin qui l'ont remporté. Elle jouait avec Ohio State il y a 2 ans, pas il y a 2 ans, mais l'an passé lorsque l'équipe a remporté le championnat. Et jusqu'à présent, cette saison, c'est sa 2e saison, 22 points en 19 matchs, à 2 points d'être la meilleure pointeuse de son équipe. Donc, je pense que ça va être une joueuse qui va être à surveiller. Seulement 19 ans. Elle en a encore 2 ans universitaires avant de s'en aller chez les professionnels, à moins, évidemment, qu'elle se déclare une année plus tôt, mais j'ai l'impression qu'on n'en verra peut-être pas une tonne de joueuses qui vont se déclarer une année plus tôt. Et je peux juste imaginer à quel point elle va prendre du galon et être de plus en plus dominante. Parce que, est-ce que je me trompe, les filles, ou 3e, 4e année universitaire, c'est supposé être les grosses années. C'est là que tu pognes ton pic universitaire, contrairement à ta 1re et 2e année, right? Ouais. Ben, tu sais, puis en plus, à l'université américaine, tu sais, au Canada, on a le droit de jouer 5 ans. Fait que c'est sûr que c'est un peu différent. Tu sais, ta troisième année, t'es peut-être un peu différente. Mais c'est sûr qu'aux États, tu sais, tu viens de passer, mettons, 3 ans. Je pense pas que quelqu'un va... Je veux dire, c'est comme un bal de finissant, là, tu sais, que tu changes d'école soudainement en 4e secondaire. Tu sais, c'est rare que ça se fait. Tu veux vraiment bien clore la boucle, bien finir ton cycle. Tu as travaillé fort pour faire ta place. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que du côté américain, la 4e année là, est vraiment importante pour les filles qui graduent. Fait que ça me surprendrait qu'elles fassent le saut. Mais tout est possible. Il y a Abby Murphy. Il y a Abby Murphy qui a parlé cette année qu'elle y pensait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en ce moment, le Hockey News la place premier pour son classement du prochain repêchage. Mais ça, c'est si elle se rend disponible au repêchage. Elle est à sa 3e année, mais elle a déjà ouvertement parlé qu'elle considérait la chose. Donc, ça va peut-être arriver, mais je pense que c'est plus la minorité que la majorité. Mais bref, Jocelyne Amos, un nom, je pense, à surveiller dans les prochaines années pour la LPHF et bien sûr Hockey Canada. On va aller avec les prédictions. Kim, tu as fait tes prédictions? Oui, ça, j'ai. Oui, bon, good. Bon, on a 2 matchs ce week-end. Montréal qui affronte Toronto samedi et Minnesota qui affronte New York dimanche. Les 2 derniers matchs avant la pause de Noël, parce qu'en plus d'avoir eu une pause internationale, on a une pause de 5 jours après dimanche pour Noël. Puis bon, cette pause-là, on la comprend. C'est correct. Nous aussi, on va avoir une pause ailleurs. Je vais en parler en fin d'émission. Montréal-Toronto, Minnesota-New York, j'ai 3 questions chaque pour les 2, donc nos prédictions. Over-under 5,5 buts. Donc, pour ceux et celles qui sont moins habitués, 5,5 buts au total pour la partie, donc les 2 équipes ensemble. Est-ce que le match Montréal-Toronto va faire plus ou moins de 5,5 buts? Commençons avec Anso. Ben moi, je vais aller under. Okay. Parce que je regardais le nombre de buts marqués par les 2 équipes, en fait. Montréal ont compté 7 buts en 3 parties, puis Toronto ont compté 10 buts en 4 parties. Fait que quand on regarde ça, ça fait une moyenne de 4,25. C'est sûr que Toronto s'est fait marquer beaucoup plus de buts. Et actuellement, la raison pour laquelle que j'ai hésité, c'est que le dernier match contre Boston,
Ils ont quand même réussi à marquer 4 buts. C'est pas le meilleur début de saison pour Toronto, mais j'ai l'impression qu'ils vont se resserrer défensivement, vont commencer à bloquer beaucoup plus de lancers. Fait que je vais y aller avec un under pour ce match-là. Avoue, Anso, que ce qu'on fait là, c'est le plus proche de ce qu'on a fait avec Gage-tu. Ouais, c'est cool. J'espère que ça revient parce que c'est hot, là. On va faire le classement. Puis, ouais, c'est ça, là. Puis on sait qui a déjà gagné à Gage-tu, là. Ouais, c'est ça, là. Lui, il portait sa carte, là, tout le temps, là. La carte de c'est vrai, j'avais une carte. Ça, c'est vrai, j'avais une carte. Kim, toi, ton pour côté. expliquer, c'était la carte de TVA dans le coup, hein, c'est ça? Ouais, exact, sa carte de membre. Il voulait bien montrer qu'il était membre. Exact. Il voulait montrer qu'il travaillait pour TVA. Anso j'avais oublié de l'enlever. Ça, c'était drôle. Ouais, ça avait été drôle. Ça avait été drôle. Mais pas moins drôle que la fois que j'ai laissé mon manteau dans le garde-robe après un épisode de Gage-tu pour m'en aller à Rimouski ou Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Arrivé là, pas de manteau d'hiver en plein mois de janvier. Mais bon, ça, c'est une histoire pour un autre moment. Kim, plus ou moins 5,5 buts Montréal-Toronto. Moins. Pour les mêmes raisons qu'Anso. Puis, si je me souviens bien, l'année passée, c'est sûr que les équipes sont différentes, là, mais ça a toujours été des matchs serrés contre Toronto. Il n'y avait pas beaucoup de buts. C'était des 2-1, 2-0. Fait que j'y vais pour moi aussi, vu que Toronto n'ont pas nécessairement un bon début de saison pour l'instant. Oui, Toronto n'a pas un bon début de saison. Et moi, je pense justement qu'ils vont se réveiller contre Montréal. Et 5,5, là, c'est pas tant, hein? C'est 3-2, fin de troisième, un but dans un filet désert, 4-2, puis t'as déjà tes 6 buts. Mais moi, j'ai l'impression que Toronto va se réveiller contre la victoire et on risque de voir plus de buts qu'on s'attend ou qu'on pourrait s'attendre. Alors, je vais y aller avec plus que 5,5 buts Montréal-Toronto. Qui va marquer dans le match? Peu importe l'équipe, qui va marquer au moins un but, Anso? Moi, j'y vais avec Sarah Nurse. Je trouve que c'est une fille qui a beaucoup fait mal à Montréal l'année dernière. Quand je pense le match au Centre Bell, c'est elle qui a marqué le but gagnant. Elle fait un beau trio avec Daryl Watts puis Izzy Daniel. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, c'est une de ces trois-là qui vont marquer. Je suis allée avec Sarah, mais ça va être sur elle que j'arrête mon choix. Kim, de ton côté? Laura Stacey. Une Ontarienne, donc elle va faire mal à Toronto. Ben écoute, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, mais on se souvient d'elle l'année passée. Elle a eu une très bonne saison. Elle a marqué plusieurs buts. C'est autant des assists que des buts. Cette année, de mémoire, elle en a un but en avantage numérique. Ouais. Tu sais, faut qu'elle se réveille, là. Ça prend d'autres buts. Faut qu'elle ait un impact dans cette équipe-là. Puis j'ai l'impression que ça va débloquer contre Toronto. Si tu avais pris personne de la victoire, j'aurais pris quelqu'un de la victoire, mais maintenant que c'est fait, je vais être conséquent avec ma première prédiction, c'est-à-dire que Toronto va se réveiller et je suis dans la même lignée ou ligne de pensée qu'Anso, mais je pense que ça va être Daryl Watts qui va marquer contre la victoire, mais je suis d'accord que le trio Nurse, Watts et Daniel pourrait faire des dommages contre Montréal. T'aurais pris qui pour Montréal? J'aurais pris Pou. OK. J'aurais pris Pou. Moi aussi, je l'aurais pris, mais je trouve que c'est un choix facile. Là. J'ai l'impression qu'elle va scorer. Si c'est pas à toutes les games, c'est aux 2 matchs. Là. Oui, mais c'est justement, une fois sur 2, elle ne scorera pas, tu comprends? Donc, elle finira pas l'année avec 30 buts. En tout cas, ça se peut, là. Mais elle a quoi, un but en 3 matchs? Fait que moi, j'avais regardé un peu, j'étais là, pour un but en 3 matchs. En fait, c'est son seul point, je ne me trompe pas d'ailleurs. C'est son seul point? Moi, je pense que c'est son seul point. Alors, ça, par contre, j'y vais de mémoire, mais il me semble que oui, c'est ça, c'est son seul point. Ça se donne pas là, à Montréal. Là. La meilleure pointeuse a 2 points. Là. Ils sont 4 à 2 points, 4 à 5 à 1 point, puis le reste de l'équipe c'est pas encore inscrit sa feuille de points. Mais ils ont quand même un match de moins. Là, ils ont 3 matchs à jouer. Peut-être que ça joue un peu la donne. Mais exact. Ils sont pas comme New York. Je me disais un but. Non, ça, c'est sûr. Mais faire sa part, New York a les 4 premières positions des meilleures pointeuses de la Ligue. Là. C'est Fillier, c'est Eldridge, c'est Carpenter puis Zandy Hart.
Carpenter puis Andy Hart. Donc, c'est quelque chose, là. Donc, ouais, effectivement, c'est pas New York. Puis je me disais que ben, éventuellement, pouvant en mettre un dedans, Toronto, ça pourrait être une bonne équipe pour se remettre dans le bain. Qui va gagner le match? Toronto-Montréal. Straight up, il n'y a pas de. C'est pas comme au foot là, avec un écart de points. Qui va remporter la victoire? Oh, j'aurais pas dû dire ça de même. Ça, c'était pas une joke. Ça, c'est juste un réflexe qui est sorti comme ça. Je voulais pas faire de blague avec ça. Qui va remporter le match? Qui va remporter? Point d'interrogation? La victoire. Ah, et voilà. Donc, tu prends la victoire? Moi aussi, la victoire. Ben moi, je vais être conséquent avec le reste que j'ai dit. Si je prends la victoire après avoir tout dit ça, Toronto va se réveiller, là, mais ils vont perdre pareil. Non, je pense que les Sceptres vont... Toronto a eu le numéro de Montréal l'an passé, puis je pense que c'est justement le genre de match qui vont leur permettre de se réveiller, puis je m'attends à une victoire de Toronto. Minnesota-New York, même principe. Plus ou moins 5,5 buts. Kim? Moi, j'ai dit under parce que les deux ont une solide gardienne. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ces matchs-là. Toi, Anso? J'ai hésité, c'est dur. Mais le dernier match qu'ils ont joué, ça a fini 4-3. Prolongation. 5,5, c'est pas tant que ça là, quand on y pense. C'est ça. Fait que moi, je vais y aller avec un over pour ce match-là. Vous voyez, là, cette saison, là, à date, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs sur 11, peut-être 10, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Il y a 5 matchs sur 11 qui ont eu plus de 5,5 buts. Donc, c'est un match sur 2. Moi, je pense que c'est deux équipes qui ont une bonne attaque. Oui, ils ont des bonnes gardiennes, mais l'attaque de New York est quand même assez solide. Et moi, je m'attends à avoir plus que 5,5 buts. Je m'attends à une fin de semaine offensive. Ouais. Ça n'arrive pas, je suis déçu. Ça va aussi dépendre des avantages numériques. S'il y a beaucoup de punitions, je pense que ça va aider. Les deux côtés, là, je crois que ça va marquer en power play. Qui va marquer dans le match, Kim? Sarah Fillier. Ah, ben, c'est sûr que c'était la joueuse à patte, là. Hey, puis j'aime que Kim ait dit juste avant, ben, tu sais, Pou, c'est le choix facile, mais je vais prendre Sarah Fillier à New York, par exemple. C'est une recrue. Oui, une recrue qui a 7 points en 4 matchs, qui a 4 points, qui a 4 matchs consécutifs avec au moins un point, là. Il n'y a pas un match où elle a été blanchie à date. Non, elle est forte, elle est forte. Toi, Anso? Ben, moi, je vais avec ma petite Carpenter, pas le choix. Ma petite Carpenter. C'est elle qui mène. C'est elle qui mène pour les buts dans la Ligue en ce moment, à égalité avec Michaela Cava et Dominique Petrie du côté de Minnesota. Donc, c'est pour ça, tu sais, Minnesota et New York ont quand même de très, très bonnes buteuses. Et c'est ce qui me faisait dire tantôt qu'ils risquent de se marquer des buts. Ben, je vais rester avec New York et je me force même pas pour en trouver une autre parce que c'était mon choix. Mais moi, je vais avec Sarah Fillier, qui n'a pas marqué de but à son dernier match. Elle a laissé la place à plein d'autres nouvelles. Mais je pense pas qu'on va avoir 2 matchs consécutifs de Sarah Fillier sans qu'elle marque au moins un but. Qui va remporter le match? Ça, par contre, ça pourrait être plus serré, là. Je m'attends à beaucoup de buts, mais je suis pas nécessairement convaincu de qui va avoir le dessus. Kim, de ton côté? Moi, je vais avec ton team, New York. New York? Et toi, Anso? J'y vais aussi avec New York. Mais ça va être un match vraiment serré. Ça peut tourner des deux côtés. Pour moi, c'est vraiment un 50-50. Là. Je lancerai un 25 cents dans les heures, puis ça va être aussi chanceux que ma prédiction. Je vais y aller avec New York, moi aussi. Je pense que l'équipe est sur une belle séquence, un bon début de saison du côté de New York, et je pense qu'on va vouloir finir ça de la bonne façon avant la pause du match, pas du match des étoiles, mais avant la pause de Noël. Donc, New York contre Minnesota, Montréal, Toronto, c'est samedi et dimanche. N'oubliez pas, ici au Québec, ben oui, les matchs de la victoire. D'ailleurs, le match de la victoire contre Toronto sera le premier diffusé à ici Télé, donc Radio-Canada, et le match à Minnesota-New York, comme tous les autres matchs
de la saison, à part la victoire, sont disponibles sur TSN. Donc, pour ceux et celles qui veulent regarder les matchs, étant donné que ce n'est plus disponible sur YouTube, à moins que vous ayez un VPN. Mais bon, ça, à ce moment-là, ça prend des qualités Des informatiques. contacts. Des contacts. Ou des contacts ou des qualités informatiques un petit peu plus surélevées que de base. On va terminer, les filles. Je veux, évidemment, la RSEQ, on a parlé du RSEQ les 3 premières semaines. Là, la RSEQ est en pause jusqu'en janvier. Mais je voulais au moins qu'on parle de Québécoises. Je trouve ça important. On en a parlé un peu, pas, à travers d'autres segments. Mais je voulais en parler plus davantage. Et je veux qu'on commence avec une qu'on a mentionnée tantôt, Jade Dany-Landry, qui joue sa 2e saison du côté de New York, qui, l'an dernier, a connu, somme toute, une bonne saison avec l'équipe. C'était sa première saison dans la LPHF. A quand même eu 13 points en 24 matchs, mais 8 buts. Et c'est sa dernière année de contrat à Jade. Elle avait signé un contrat de 2 ans. Vous la connaissez bien. Et je voulais vous demander, mais à quoi on peut s'attendre d'une Jade Dany-Landry cette saison? Coloc avec Amy Fecteau, on l'a vu hier célébrer autant qu'Amy lorsqu'elle a marqué son but. C'était son 2e point de la saison. Elle a un but, une passe. À quoi on peut s'attendre de la saison de Jade, Anso? Ben moi, je pense que c'est une fille qui est quand même qui a un talent offensif extraordinaire. Tu sais, quand on regarde au niveau de sa carrière universitaire, de sa carrière professionnelle, c'est quelqu'un qui marque énormément de buts. Tu sais, l'année passée, elle a quand même réussi à faire un tour du chapeau dans un de ses matchs. C'est pas rien, tu sais, dans cette ligue-là, d'être capable de marquer 3 buts. Puis je pense que c'était contre Boston, une équipe qui est quand même, tu sais, qui a une bonne gardienne de but. C'est quelqu'un qui je crois qu'elle doit être bien encadrée parce qu'elle est capable de voir ses joueurs, puis elle est capable de marquer des buts. Mais pour être capable de marquer des buts, il faut que les gens l'alimentent aussi. Fait que, tu sais, ce sera peut-être pas nécessairement la fille qui va aller dans le coin. Donc, tu sais, moi, j'aurais tendance à la mélanger avec quelqu'un qui va aller travailler fort dans les coins, qui va être capable de lui donner la rondelle rapidement pour qu'elle soit capable de marquer des buts. Mais à son tour, elle est aussi capable d'aller dans le coin pour être capable de justement alimenter ses coéquipières. C'est pas une fille qui est la plus, je veux dire, la plus large, elle est grande, là. Elle travaille fort dans le gym, puis je l'ai vue s'entraîner. J'ai vu son évolution aussi au cours des dernières années. C'est pas quelqu'un au départ qui tripait, mais je pense que quand elle a vu la relation que ça l'arrivait avec ses efforts hors glace qui se transposaient directement sur la glace, bien, elle a commencé à y prendre goût. Puis je pense que c'est un peu ce côté-là qu'on parle beaucoup dans la Ligue, d'être beaucoup plus physique. C'est quelque chose qui va vraiment l'aider. Mais quand on regarde au niveau d'une production offensive, je crois qu'elle va bien contribuer son équipe puis qu'elle va ajouter une certaine profondeur. Tu sais. Là, on la voit peut-être naviguer sur le 3e trio. Puis je trouve que pour une fille de 3e trio, c'est de la qualité. Oui, ça démontre une certaine profondeur du côté de New York, d'avoir une fille comme Jade, ou comme j'aime l'appeler, JDL, sur le 3e trio. Tu sais, tu parlais de son gabarit tantôt. Il y a peu de joueuses comme ça, mais peu importe, je peux arriver dans un aréna, regarder ce qui se fait sur la glace, et tout de suite, je sais, c'est Jade. Jade a un physique qui est que tout de suite, je vais reconnaître sur la patinoire. Tu sais, elle est grande, relativement élancée. Je sais pas, elle a un genre de physique que tout de suite, je suis comme, ah ben oui, Jade est là. J'ai pas vu son numéro, elle peut être loin, à l'autre bout de la zone, puis tout de suite, je vais la reconnaître. Kim, ben, t'as joué également avec, parce que je me trompe-tu, Anso, ou à McGill, vous avez pas joué ensemble, vous vous êtes succédés, c'est ça? Ouais. OK. Qui a le plus de points all-time à McGill? Bonne question. C'est toi l'informateur. Ben non, mais je comprends, mais c'est toi qui as joué là. Mais on va trouver l'info. On va trouver l'info. Kim, tu as joué avec la Force. C'est quel genre de fille c'est? Anso nous a parlé de la joueuse. Quel genre de personne c'est, Jade? Puis j'ai joué contre elle aussi à McGill, là, peut-être une saison. Ah oui, OK. Peut-être, là. Mais faire un petit inside, on était au mariage à Jade. Elle nous a invités à son mariage. Ah!
Wow! Wow! C'était direct sur le bout de mes lèvres. J'étais comme, faut que je le dise, ça va être drôle, parce que la dernière fois, il y avait eu un petit malaise durant notre deuxième ou troisième podcast, en tout cas. Fait que, Ben, c'était le premier, c'est le premier, ouais, le premier ou le deuxième podcast, effectivement. J'avais demandé si vous aviez été au mariage de Pou, mais vous avez été au mariage de Jade. Hey! on était invités au mariage à Jade. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais. Mais pour revenir, tu sais, je vais parler de Jade, là, mais tu sais, moi, Jade, sur la glace, là, tu sais, je la connais comme la fille qui a des mains. Tu sais, c'est celle qui, peu importe, elle va sortir du coin, elle va partir d'une zone à l'autre zone en faisant des feintes. Puis on dirait que la rondelle, elle colle sur sa palette. Tu sais, puis là, elle va, puis elle marque un but. Mais j'ai l'impression dans cette ligue-là, c'est physique et rapide. Donc, ces petites feintes-là ne fonctionnent pas nécessairement à tout coup. Tu sais, ils peuvent fonctionner une fois de temps en temps, mais ça peut pas être ta marque de commerce parce que tu joues contre les meilleurs. Là. Ça fonctionne pas. Fait que Jade est grande, très mince. Là, elle a pris la masse musculaire cet été. Là, on va dire, elle a des biceps, OK? Oui, elle nous a monté. Elle nous a monté à son modèle chez biceps, là. Fait elle a grossi depuis. Mais, tu sais, il va falloir qu'elle soit plus physique, malgré si c'est, je veux pas qu'elle se démarque juste de ça, mais il va falloir qu'elle soit plus physique. Puis, comme Anne a dit, ça lui prend quelqu'un qui va lui donner la rondelle parce qu'elle est capable de scorer, là. Mais elle est dans n'importe quelle position, elle est tout croche, elle va être capable de mettre la rondelle derrière la gardienne facilement. C'est une marqueuse innée, là. Mais ça lui prend quelqu'un qui l'alimente, ça, c'est sûr et certain. Puis pour parler de Jade, côté personnel, ben c'est un cœur, là. C'est, tu sais, elle fait tout pour toi. Elle est venue à la maison. On était chez elle. Tu sais, quand on avait des anniversaires avec la force, elle faisait des gâteaux aux filles. Tu sais, c'est quelqu'un qui est impliqué, c'est une bonne leader. C'est quelqu'un qui va rassembler, elle est facile d'approche. Tu sais, moi, Jade, je la considère comme une amie, puis je l'adore. Fait que je sais qu'à New York, elle est bien. Là, elle est à la fin de son contrat, fait qu'on lui souhaite qu'elle renouvelle. Sinon, ben, on aimerait ça, bien sûr, l'avoir plus proche de la maison pour qu'elle se rapproche, puis qu'on puisse la côtoyer plus souvent, là. Mais je lui souhaite que du bonheur, puis je lui souhaite un autre contrat, puis en espérant qu'elle signe encore 2 ans, 3 ans pour le futur. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment qu'elle joue un petit peu plus physique pour se démarquer dans cette ligue-là. Anso, j'ai trouvé les statistiques. Ah. Par contre, tes statistiques à toi, c'est Elite Prospect. Tes statistiques à toi sont incomplètes. Parce que 2007, 2008, 2008, 2009, ils n'ont pas. Elite Prospect n'a pas de statistiques pour toi. T'es trop vieille, Anso. Mais, donc, la meilleure pointeuse de l'histoire de McGill, ça serait qui d'après toi? Si tu avais à nommer quelqu'un? Oui. Jade. Non, Melo. Et toi? Ah! Ben oui, Melo a 167 points en 79 matchs. Leslie Owes, 142 en 89. Jade, 99 points en 84 matchs. Et toi, tu arrives avec 90 points en 55 matchs. OK, quand même. Il manque quand même 2 saisons. Donc, j'ai l'impression que tu es en avant de Jade. Là, j'ai pas le temps. Je vais investiguer. Je vais trouver tes statistiques au complet, Anso. Merci, Pat. T'es fort. Parce que visiblement, tu les as pas. Mais je veux parler également, qu'on continue avec les Québécoises. Et puis, je veux parler du prochain repêchage. Je vais finir par le dire. Du prochain repêchage, la LPHF, le Hockey News a sorti sa liste des 60 meilleurs prospects. Ce qui n'est pas tout à fait fou, 60, parce que dans la mesure où on ajoute 2 équipes l'an prochain et qu'on garde le même nombre de rondes, ben on parle de 56 joueuses potentiellement repêchées. Si le moindrement on ajoute une ronde de plus, on est rendu à 64. Donc, 60 joueuses, ça me semble une bonne cible. Il y a 3 Québécoises qui sont dans ce top 60-là. Et celle qui est la plus haute classée, présentement, c'est Maya Labad, qui joue avec les Bobcats de l'université. Je vais massacrer le nom en le disant, je le sais. Là. Mais non, t'es capable. Quinnipiac. Non, tu l'as vraiment massacré. Mais je te l'avais dit! Vas-y, Anso. Quinnipiac. Ah, bon, OK, Quinnipiac. Je n'étais pas si loin, j'ai dit Quinny. Franchement, là... Ça, c'est toi, ta tête bikini. Non, mais Oui. Quinnipiac. Oui.
Donc, Maya Labad, qui faisait d'ailleurs partie d'équipe Canada là, au Women's Euro Tour, qui a marqué un but et il a marqué un but. Effectivement, elle n'a pas eu de passe, mais elle a marqué un but. Elle est classée 28e, ce qui est quand même relativement... 28e, c'est 5e, 4e, 5e ronde. C'est plus haut que le classement qu'Amy Fecteau avait eu l'an dernier dans ce même classement du Hockey News. Les deux autres Québécoises, là, c'est Jessie Maud Drapeau, qui est 50, j'ai le goût de dire 54e ou environ, et tu as Alexis Gay, qui joue avec Modo en Suède, qui est 59e sur les 60. Tu as d'autres Québécoises également qui sont mentionnées dans les mentions honorables, là, Maude Pépin, entre autres, à Bishops, et Marianne Picard du côté de Wisconsin. Je reviens à Maya Labad et à ma question que j'ai pour vous. Est-ce qu'on a une chance de voir plus d'une Québécoise repêchée? L'an dernier, il y en a juste eu une, Amy. C'est la seule joueuse en plus à venir du U-Sports. Et si on regarde, là, 20 joueuses viennent de la WCHA dans ce classement-là, donc où Minnesota, les Ohio State, les deux Minnesota jouent, 14 du ECAC, 12 de la Ligue de Suède, 3 du Hockey East, 3 du U-Sports et 2 de la AHA. Est-ce qu'on risque d'avoir plus d'une Québécoise dans ce repêchage-là, Anso? Ben, j'ai le goût de dire oui. J'ai le goût de dire que Maya puis de Jessie Maud vont avoir une chance de participer. Alexis, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu évoluer avec Modo. Mais elle a joué dans la Ligue 3 contre 3, donc j'ai vu un peu, elle a un bon lancer. La rapidité, c'est pas nécessairement sa force, donc je ne sais pas à quel point qu'elle va bien s'ajuster dans cette ligue-là. Mais je te dirais que le plus gros point va dépendre de est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'Européennes qui vont décider de quitter la Ligue de l'Europe et de venir jouer ici. Ouais. Si c'est le cas, ben là, nos chances, je pense que deviennent de moins en moins grandes à pouvoir repêcher plus d'une Québécoise, voire même une Québécoise. Fait que, tu sais, j'aimerais dire oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu dans les impondérables qu'on ne contrôle pas. Maya Labad, elle a jusqu'à présent, là, avec Quinnipiac, yes. Wow, bravo, Pat. Elle a 9 buts, 13 points en 21 matchs. Donc, elle est reconnue pour être une marqueuse. Jessie, elle, c'est ça, c'est 53e son rang, là, exactement. Mais elle a 15 points en 11 parties, c'est le 3e rang dans le RSEQ. Puis Alexis Gay, c'est la seule défenseuse du groupe. Puis avant Modo, ben, elle a joué avec Boston College, puis elle a joué avec Clarkson. Elle s'était rendue disponible pour le repêchage l'an dernier et n'avait pas été repêchée. Kim, de ton côté, si tu avais une opinion là-dessus. C'est comme Anso a dit, mais aussi, ça va dépendre les postes de disponibles dans les équipes, tu sais. Tu sais, comme une def comme Alexis, si tout le monde a déjà leur def déjà en place, qui ont des contrats de 2 ans, 3 ans, ça donne pas beaucoup de possibilités de repêcher. Fait que c'est un peu ça qui va peut-être jouer contre elle. Mais c'est sûr que si on veut voir plus de Québécois, ça va prendre plus d'équipes parce que, comme Anso a dit, si les Européennes s'en viennent, c'est les filles des meilleurs exemples de leur équipe nationale qui s'en viennent ici pour compétitionner. Puis c'est correct parce qu'on veut aussi qu'à côté international, on veut qu'il y ait de meilleures équipes aussi, là, parce qu'on entend souvent parler Canada-États-Unis, là, Finlande, mais on veut aussi qu'il y ait une compétition à ce niveau-là. Fait qu'il faut que les meilleurs viennent jouer avec les meilleurs, on s'entend. Ça, c'est sûr et c'est la logique. Par contre, avec 6 équipes, malheureusement, puis qu'il n'y a pas d'équipe école en dessous, ben la plupart arrêtent de jouer après universitaire ou sinon, on a une qui se fait repêcher par année. Fait que ça fait aucun sens pour la relève, là. Fait qu'il va falloir qu'ils élargissent un peu les équipes pour avoir plus de Québécoises dans ce réseau-là. Oui, exactement. On parle de ça et ta réponse, Anso, elle est aussi... elle dépend également de l'expansion. S'il y a juste 6 équipes et 42 joueuses à repêcher, ça risque d'être un peu plus difficile peut-être pour une Jessie Maud Drapeau. Je veux juste mentionner, je parlais tantôt WCHA, je lisais cette semaine le hot take, si vous voulez, d'une journaliste du Hockey News qui disait, on dit souvent que la SDHL en Suède est la 2e meilleure ligue au monde après la LPHF. Puis elle disait non, c'est le WCHA, c'est au niveau universitaire, c'est la conférence WCHA qui est la 2e meilleure ligue au monde. Et si on regarde juste les équipes qui allaient au Women's Euro Tour,
19 des 24 joueuses américaines jouent dans le WCHA, 11 des 24 Canadiennes qui ont été envoyées là-bas également, en plus d'avoir 7 Finlandaises, une Tchèque, puis une Suède ou deux, une Suédoise ou deux. Donc, tu sais, c'est une grosse conférence au niveau de la NCAA, puis c'est pas surprenant de les voir aussi dominantes là, dans ce classement-là. Je veux terminer avec justement une autre Québécoise qui était au Women's Euro Tour, qui a très, très, très bien fait. Elle a eu des statistiques incroyables avec le Canada. Et je parle bien sûr de la gardienne Ève Gascon, une moyenne de 1,69, un pourcentage d'efficacité de 932. C'est des statistiques incroyables qu'elle a eues. Elle joue bien également du côté universitaire dans la NCAA en ce moment. Est-ce que Ève Gascon est la prochaine vedette québécoise? Moi, j'ai l'impression que oui. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de gardienne. On se souvient bien de Kim Saint-Pierre, Charlène Labonté. Mais entre ces années-là. Anne-Renée. Anne-Renée, oui, excuse-moi. Anne-Renée, c'est vrai. C'est juste qu'on dirait Anne-Renée, on la voit partout, fait que je l'ai oublié. Mais non, mais c'est vrai, il y a Anne-Renée. Pardon? Parce qu'elle joue encore. C'est ça. Oui, c'est vrai, peut-être pour ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Québécoise, vedette, gardienne de but. Il y a un écart d'âge là, quand même. Fait que j'ai l'impression que oui, c'est la prochaine. Puis c'est une étoile montante, là. Ève, je l'ai vue s'entraîner cet été. On s'entraînait au même gym. Fait que c'est le fun de la côtoyer. C'est tellement une bonne personne. Puis je suis contente pour elle. Elle a évolué beaucoup plus jeune avec le masculin. Puis je la blâme pas, là. C'est juste qu'à un moment donné, les shots, malheureusement, des gars, ben heureusement ou malheureusement, ils rentrent plus que le féminin, puis il faut être conscient de ça. Fait que j'ai l'impression qu'elle était comme peut-être trop bonne pour être avec le féminin à son niveau de jeu, son âge. Fait qu'elle évoluait avec les garçons. Puis là, maintenant, elle est universitaire. Elle est aux États-Unis, en fait, là, avec le féminin. Elle fait super bien. Puis c'est le fun de voir ses statistiques avec Hockey Canada. Là, fait que j'ai bien hâte de voir son restant de carrière. Puis en espérant de l'avoir, peut-être qu'elle va prendre la relève d'Anne-Renée, peut-être avec la victoire, qui sait. Anso? Rappelle-moi, est-ce qu'elle a joué 2 ans avec le Cégep Saint-Laurent? Elle a joué une seule saison avec le Cégep Saint-Laurent. Et puis, bien évidemment, elle a joué 2 matchs avec les Olympiques de Gatineau, une des rares à avoir joué, une des rares femmes à avoir joué dans la LHJMQ. Et puis, c'est la seule, pas la seule, mais la première, en fait, c'est peut-être la seule aussi, mais c'est la première à avoir joué dans le Midget 3A, masculin également. Donc, tu sais, c'est quand même tout un parcours pour Ève Gascon qui a juste 21 ans. Là. Ouais, non, c'est impressionnant, honnêtement. Puis je pense que son questionnement aussi a été je reste-tu 2 ans au Cégep? Elle a fait le choix d'aller avec Minnesota. Minnesota du Lutte, oui. Exact. Puis tu sais, ce qui est un peu comme Kim l'a mentionné, tu n'auras pas le choix de faire le changement au hockey féminin parce que, je pense pas que ça sera une Manon Rhéaume qui va jouer dans la Ligue nationale, là. Mais dans le sens que si elle veut être capable de s'adapter au jeu du hockey féminin, j'étais contente qu'elle ait fait ce changement-là puis d'avoir pris le choix d'aller à l'université là-bas. C'est quelqu'un qui, au cours des années, tu sais, était quelqu'un vraiment timide, parlait pas beaucoup, était gêné. Puis tu vois que dans cet été, était vraiment comme plus en confiance. T'as vu que là, elle a un objectif. Là. Elle sait, il y a la Ligue professionnelle qui est là. Il y a les Jeux olympiques, il y a les championnats du monde. T'sais, on dirait que c'est tellement plus près, puis son rêve est beaucoup plus concret, qui pour des athlètes qui sont plus jeunes, c'est difficile des fois de garder cette motivation-là. Mais Ève, tu sais, puis on a eu l'occasion d'embarquer sur la glace ensemble durant des pratiques. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui va challenger à chaque fois. Là. Elle aime pas se faire compter des buts. Tu sais, elle travaille fort. Puis elle va toujours garder le sourire puis le moral, peu importe la situation. Tu sais, puis je trouve ça vraiment cool, ça, de son attitude parce que ça va l'aider à l'amener au prochain niveau. Puis moi, je peux le dire avec certitude que ça va être la prochaine Québécoise qui va être vedette parce que on en a parlé, il n'y en a pas beaucoup. Dans les derniers temps, là, on disait, bon, ben, OK, on a quelques Québécoises sur l'équipe nationale, tu sais, moins de 18 ans, elles sont plus jeunes. Mais vraiment, dans la mire qui est là, Ève repose, en fait, beaucoup d'espoir sur son... Il y a beaucoup d'espoir qui repose sur son talent. Puis je crois qu'elle peut vraiment aller loin avec ses habiletés. Puis le fait qu'elle prend en confiance année après année,
va devenir une joueuse qui est vraiment, vraiment menaçante. Puis qui va faire son chemin dans la LPHF. Seulement dans 2 ans qu'elle va terminer son parcours universitaire avec Minnesota Duluth. Donc, on va attendre 2 autres années, 2 autres saisons avant de la voir potentiellement être repêchée dans la LPHF. Pourrait peut-être être même... Je pense pas qu'il y a une gardienne qui a été repêchée en première ronde encore dans la LPHF. Pourrait peut-être être cette gardienne-là. Et juste au niveau statistique, là, cette année, c'est sa 2e saison dans la NCAA. Elle joue dans la grosse conférence qui est WCHA. Elle est 4e au niveau de la moyenne de buts alloués avec 1,84. Elle est 2e pour le nombre d'arrêts par partie avec 28,85 arrêts. Et elle est 2e également pour le pourcentage d'efficacité. Voyons! Hey. Il est temps qu'on arrête pour les fêtes. Merci beaucoup, Anne-Sophie Betté. 940 de son côté à Ève avec un blanchissage. Donc, c'est vraiment des statistiques incroyables. L'an passé, elle avait partagé pas mal le filet avec l'autre gardienne, mais là, cette année, semble se démarquer vraiment comme la numéro 1 de l'équipe. Une fille comme Anne-Renée, je ne sais pas combien d'années elle va jouer encore. Il reste-tu 1 an, 2 ans, 3 ans? Je ne sais pas combien de temps qu'il en reste, mais peut-être ça ferait un beau switch. Là. Tu vois, je ne sais pas si Anne, il reste 2 ans à jouer. Ève rentre à Montréal, ce serait quand même le fun. Tu disais tantôt, il y a un écart d'âge. Ben, il y a quasiment une décennie entre les deux. Là. Ève a 21 ans, alors que Anne-Sophie, pas Anne-Sophie, Anne-Renée. Anne-Renée, c'est toi, c'est Anne-Sophie. Anne-Renée, combien de fois c'est arrivé ça l'année passée? Qu'on mélange Anne-Sophie, Anne-Renée? Ça arrivait-tu ou si je suis le seul épais à faire ça? Ben, en tout cas, pas devant moi. Je ne sais pas si moi, il m'appelait. Oui, t'es peut-être le seul épais, on va dire. Oui, ben c'est ça. Elle a 30 ans, donc 30 et Ève a 21 ans. C'était quoi ton surnom avec l'équipe? Anso. C'était juste Anso? Non, ils ont tout le monde a un nickname un peu funky. Toi, c'était juste Anso. Ben, c'est hot. C'était quoi, toi, Kim? Juste Kim ou... Ouais, moi, je n'avais pas vraiment de nickname, mais il m'appelait Kimmer. Mais c'est plus long que mon prénom, fait que tu sais. Ouais, Kim Saint-Pierre aussi a eu ce surnom-là, Kimmer, là, tu sais, mais ouais, rendu là, c'est une syllabe de plus. Hey, pour vrai, les filles, ça a été un plaisir de faire ça encore une fois avec vous. On a minimalement la semaine de Noël de congé. Donc, cherchez-nous pas la semaine prochaine. On prend ça cool comme bien des gens, puis c'est bien correct aussi. On va avoir une semaine de congé. La première semaine, ou en fait, la semaine du jour de l'an, c'est pas impossible qu'on ait peut-être un épisode. Je n'ai pas encore la confirmation. Je vais vous revenir là-dessus. Mais ça se pourrait qu'on ait un épisode. Parce qu'il y a quand même beaucoup de hockey. Là. Il y a eu une semaine de congé. Là. Il y a le congé des fêtes. Donc, il y a beaucoup de hockey qui va se faire à la fin décembre puis début janvier. Donc, ça se peut qu'on vienne pour un épisode durant la semaine du jour de l'an. Sinon, ben, minimalement, sûr et certain, à 120%, pour ne pas dire 110%, on va se retrouver... dans la semaine du 6 janvier. Je vous souhaite un bon temps des fêtes à vous deux, un joyeux Noël, une bonne année si on ne se reparle pas avant. Et puis, je pense que Avantage numérique est là pour rester 2025. Ça va être une grosse année à parler de hockey féminin. Ça va être bien le fun de continuer à couvrir la Ligue et les autres ligues de hockey féminin, les Québécoises, le RSEQ et tout, avec vous. Anso, Kim, merci beaucoup. Joyeuse fête à toi aussi, puis à tous nos auditeurs et auditrices. Et auditrices, ben oui, absolument. Kim, 1 heure plus tard. Tu vois, Kim se met sur mute. Tu vois? 1 heure plus tard. Mon petit bébé, il pleure, c'est ça. Ah, je comprends. Je suis gardée par mamie, là. Je vous souhaite joyeuse fête, puis j'ai bien hâte de recommencer en 2025. Je pensais que Kim, 87 ans, n'avait pas réalisé qu'elle s'était mise sur mute. Hey, je vous adore. C'est quand même intelligent. J'en doute même pas. En fait, c'est pas une question de doute, je le sais. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Et on se dit à l'année prochaine. C'est un rendez-vous.